Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette semaine, je reçois M. Philippe Bernier-Arcan, essayiste, chroniqueur et professeur. La santé de nos dirigeants et surtout la divulgation ou non de leur maladie est l'objet de nombreux débats et fait régulièrement la une. Philippe me présente donc son analyse de ce sujet fort intéressant, à géométrie variable, et qui a, qu'on le veuille ou non, un impact sur nos démocraties. Bonne écoute. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots, un sujet un peu différent aujourd'hui. On va parler de politique, de politiciens et de la santé des politiciens. Et peut-être même aussi de la façon dont ils communiquent et comment les institutions sont adaptées en fonction de ça. Alors, tu es un chroniqueur, un essayiste, tu es professeur également. Tu as publié 4 livres, donc La dérive populiste, Le Parti québécois, Faux rebelles, et Je vote moi non plus. Quel est ton préféré? Ah, c'est une question qui est difficile. C'est comme demander lequel est Parmi de nos ses enfants. Et oui, c'est ça, c'est notre préféré. Je dirais que c'est un exercice auquel je me prête pas. J'ai déjà entendu certains auteurs dire mon préféré, c'est le prochain. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, compte tenu qu'on parle de politique, c'est une réponse qui est politiquement correcte. Alors, on voulait parler aujourd'hui, en fait, beaucoup de l'état de santé des politiciens, puis de ce que le public s'attend à connaître ou a le droit de connaître ou autre. Puis je commencerai par une question vraiment ouverte. Doit-on communiquer ou rendre public l'état de santé d'un politicien? Si je reprends ta question au bon, est-ce que c'est d'intérêt public? Tout à fait. La santé des politiciens, particulièrement ceux qui sont en position de pouvoir. Est-ce que ça relève de la vie privée, voire même de la vie intime? C'est une question qui est sans doute trop complexe pour répondre par oui ou par non. Il faudrait mettre des éléments de contextualisation. Donc, quelle est la position au pouvoir? Et parmi les éléments de contextualisation qu'on peut mettre, on remarque que si on regarde avec un angle historique, on remarque qu'il y a eu une évolution. Il y a eu des évolutions dans le monde des communications, il y a eu des évolutions dans le monde de la médecine, qui fait que la réponse qu'on pourrait avoir aujourd'hui n'aurait pas été la même qu'il y a quelques décennies. Les gens sont plus exigeants aujourd'hui ou c'est simplement, ça varie d'un pays à l'autre? Il y a des différences culturelles. Oui, si on part juste à partir des différences culturelles, il y a des pays, si on prend l'exemple des États-Unis, où cette question-là de la santé n'est pas du tout un tabou. C'est pas un tabou au sein des institutions, mais c'est même une obligation pour le président de divulguer son bilan de santé annuel. Les institutions sont préparées, il y a des contre-pouvoirs qui existent en fonction de l'état de santé, et ce n'est pas du tout un tabou non plus dans le débat public. On va voir sur les chaînes d'information continue, on va les entendre débattre sur l'état de santé du politicien. Donc, alors que c'est peut-être pas du tout le cas au Canada, au Québec. Il n'y a pas d'obligation de divulguer l'état de santé du premier ministre, et on remarque que les journalistes, les commentateurs, voire même les adversaires politiques n'osent pas aborder cette question-là. Donc, en ce sens-là, oui, il y a des différences culturelles, et il y a aussi des différences, le rapport à la maladie a changé. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qu'on ne parlait pas auparavant parce qu'elles étaient soit incurables, ou en tout cas, il y avait un rétablissement qui était pas possible, alors qu'aujourd'hui, on le sait, dû à l'évolution de la médecine, qu'une maladie certaines maladies, en tout cas, ne sont pas si fatales qu'elles l'étaient autrefois.
et qu'elles ne sont plus incompatibles avec le pouvoir. Et un autre facteur aussi très important, c'est celui, parce qu'on parle de communication, de la part des politiciens, communication de leur état de santé, c'est l'évolution des communications. Pour le dire simplement, c'était beaucoup plus facile de cacher une maladie avant la télévision qu'après la télévision, et sans compter aujourd'hui que la révolution numérique, les téléphones, l'obsession du selfie, les réseaux sociaux, etc., c'est une obligation à la transparence, en fait, qui existe, qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait peut-être un peu plus de discrétion de la part des journalistes à l'époque aussi, aux États-Unis notamment, si on pense au président Roosevelt qui était paralysé là, des membres inférieurs, qui a fait sa carrière politique. Une bonne proportion d'Américains ignoraient qu'il était handicapé. Ils l'ignoraient parce qu'effectivement, il y avait un respect qui existait de la part des journalistes, parce qu'on était avant la télévision, mais il y avait la photographie quand même. Et effectivement, on ne le photographiait pas en fauteuil roulant. Mais dès qu'arrive Kennedy, là, l'image de la télévision arrive, donc lui-même va utiliser des stratagèmes, comme par exemple les lampes autobronzantes, etc. Mais c'est vrai que culturellement, on peut dire qu'il y a eu une évolution en ce sens qu'il y avait un respect de la vie privée de la part des journalistes, de la part même aussi des adversaires politiques. Si on prend simplement l'exemple français, François Mitterrand, les journalistes, le tout Paris savait sa vie, savait sa maladie. Il était atteint d'un cancer. Mais les journalistes, même en sachant... Un cancer de la prostate, je pense. C'était ça, oui. Mémoire. Mais bon, il y avait malgré le fait qu'il devait communiquer sur sa santé, il ne le faisait pas, mais c'était connu, c'était vu, mais les journalistes respectaient cet élément-là. Est-ce que ce serait le cas aujourd'hui? Difficile de le dire. Mais une chose est sûre, on a remarqué qu'un autre aspect de la vie de Mitterrand, c'est qu'on respectait sa vie privée. Il avait, par exemple, une épouse officielle avec une famille officielle, mais il avait aussi une maîtresse, évidemment pas officielle, avec une fille. C'était connu du tout Paris, mais les journalistes respectaient, ne le disaient pas. Un de ses successeurs, François Mitterrand, était dans une situation où il avait aussi une épouse officielle et une maîtresse, mais là, les paparazzis n'ont pas respecté sa vie privée. Donc, c'est une simple parallèle. Je ne sais pas si on peut imaginer que la même chose se reflèterait dans le domaine de la santé, mais en tout cas, on a vu une évolution où le respect de la vie privée de la part des journalistes et peut-être s'est effrité un peu au cours des années. Bon, on dirait que c'est variable parce que même il y a un respect post-mortem, par exemple, pour John F. Kennedy. Là. John F. Kennedy, c'était pas une maîtresse, là, c'était 1 à 2 rencontres sexuelles par jour, là, selon certains je suis pas au courant de tous les détails de sa vie. Mais... Puis ça, c'était les services secrets traficotaient tout ça. Puis son image, 60 ans plus tard, est encore relativement intacte. Donc, ce qui m'amène à te demander, est-ce qu'il y a une différence ou perçois-tu une différence entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes? Dans ce que l'on permet, là, si tu as publié un article dans l'Acadie Nouvelle à l'été 2012 au sujet de Sanna Marin, là, la première ministre de Finlande, là, qui a fait une petite fête finalement, puis qui se retrouve à la une. Là. Et bon, alors, si on remet un peu en mise en contexte, là, Sanna Marin faisait une fête avec des amis. Bon, c'est une jeune... Non seulement c'est une femme, jeune et jolie mais c'est femme. une jeune aussi. Et jolie femme également. En plus. Mais okay. Alors, on est dans un contexte, une féminisation de la politique, mais aussi une nouvelle génération. Et si on remet dans le contexte dans l'affaire Sanna Marin, c'est que elle, dans une fête, alors que, comme n'importe quel pays, il y a la crise de la COVID, etc., il y a le voisin de la Russie. Donc, il y a une pression politique très forte, et elle a fait la fête. Femme de sa génération, cette fête-là s'accompagne, comme bien des fêtes qui ont lieu aujourd'hui chez les jeunes, par des selfies sur les téléphones, etc. Ces images-là qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est ce qui lui est arrivé, ce qui a projeté une image de quelqu'un d'un peu pas tout à fait à ses affaires. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire Sanna Marin, et là ça rejoint ta question, c'est que on remarque qu'il y a une volonté chez cette génération-là, et peut-être aussi accentuée parce que femme, de faire de la politique autrement. Oui, faire de la politique, mais aussi avoir une vie normale d'une jeune femme, avoir une vie normale d'une jeune trentenaire. Et fort à parier que, effectivement, l'arrivée d'une nouvelle génération, la féminisation du métier politique aussi, que cette volonté de faire une politique autrement va changer la façon de faire de la politique, les institutions vont s'adapter, et fort à parier que cette nouvelle façon de faire va aussi avoir des impacts sur le lien entre la santé, la maladie et la politique.
Tu parlais tout à l'heure de l'obligation des politiciens américains de révéler leur état de santé, mais c'est une obligation qu'eux s'imposent? Ce n'est pas une loi. C'est une loi ou... Aux États-Unis, c'est légal. Okay. Il y a une obligation légale. Alors, c'est ce qu'on appelle une transparence. Mais ça n'empêche pas que il peut y avoir des failles dans cette obligation-là. Alors, l'exemple qu'on a, c'est Ronald Reagan, qui publiait ses bulletins de santé, mais on a su, après qu'il a quitté le pouvoir, qu'il était atteint d'Alzheimer. Et ce qui a fait dire à certains, oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des signes avant-coureurs qu'on nous a pas partagés? En cours de mandat. Ouais, c'est ça, en cours de mandat, qu'on nous a pas partagés. Ça, c'est le cas des États-Unis. La France, c'est pas une obligation légale, mais c'est une tradition qui s'est imposée. Depuis, le dernier président qui est mort en fonction, c'était Pompidou, 74. Et depuis ce temps-là, sans qu'on le mette dans la loi, il y a les politiciens se sont promis de publier leur bilan de santé. Mais encore une fois, c'est pas sans faille. Mitterrand était malade, était cancéreux durant son mandat, et pourtant, ça n'a jamais été publié dans son bilan médical. Mais j'aurais bien aimé voir un type comme Donald Trump être confronté à ça. Quand il a fait la COVID, il a donné de l'information parce que c'était probablement politiquement utile pour lui. Mais s'il était atteint ou avait été atteint d'une maladie plus grave, j'aurais été curieux de voir parce que il refuse de dévoiler ses rapports d'impôts. Ces rapports financiers qui sont aussi aux États-Unis une obligation. Non, il pourrait faire la même chose avec son état de santé, probablement. Effectivement. Malgré le fait que ce soit une obligation, on l'a vu, il peut avoir des failles. Ce n'est pas infaillible. Mais on voit quand même là une différence culturelle. Au moment où on se parle, donc on est durant les vacances de Noël, Joe Biden est en train de discuter pour savoir auprès de ses proches s'il va se représenter en 2024. Donc, il va se baser sans doute aussi, parce qu'il a 80 ans, donc il a fait quelques chutes, certaines difficultés d'élocution. Il va sûrement consulter son bilan de santé annuel, mais ce qui est intéressant, c'est que son bilan de santé est public. L'ensemble de la population américaine y a accès et on se gêne pas pour en débattre. Donc là, il y a vraiment un trait culturel différent qu'on remarque dû à cette obligation-là. C'est aussi, il n'y a pas de tabou d'en discuter et c'est sans doute lié au fait que ce soit une obligation. Joe Biden, je vais peut-être poser la question d'ailleurs et je l'inclurai peut-être dans les notes de balado, mais je serais curieux d'avoir l'opinion d'un neurologue parce que moi, quand je regarde marcher Joe Biden, pour moi, je vois des signes d'une maladie neurologique ou je dirais, mais je ne suis pas neurologue, là, je suis chirurgien, mais je vois comme l'ébauche d'une maladie de Parkinson, moi, je trouve, dans la démarche, là, mais je ne suis pas spécialiste. Et avec le Parkinson, vient une démence dans l'évolution de la maladie. Donc, ça pose quand même une question intéressante si c'était le cas. Puis encore là, on va dévoiler l'état de santé des maladies qu'on recherche, donc le médecin du président qui sait pertinemment que il y a une ébauche de maladie de Parkinson, il ne fera peut-être pas les tests pour le... Il ne poussera peut-être pas l'exercice. Là, pour, l'exercice aussi de couvrir l'ensemble n'est pas nécessairement possible. Mais c'est intéressant parce que tu as un œil qui est différent du mien dû à ta profession et tu as vu ces signes-là. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être d'autres ont fait l'exercice. Sur les chaînes d'information continue, on pourrait voir ça. Mais dans d'autres cultures, par exemple ici, ce serait difficile d'imaginer un commentateur qui dit d'inviter, par exemple, à une chaîne d'information, on a un médecin qui a observé la façon dont le premier ministre marchait, il décèle quelques machins, etc. Oui. Culturellement, ça serait un choc. En tout cas, on n'a pas l'habitude de... Alors qu'aux États-Unis, et je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, moi je trouve bien souvent c'est inélégant. En ce sens, sur les chaînes d'information continue, le débat n'est pas toujours très scientifique, il est souvent plus politique. En ce sens que quand la chaîne a une préférence... Par exemple, pour ne pas la nommer Fox News, une préférence républicaine, ils vont se faire très critiques. Tout à fait. Sous un prétexte de scientifique, c'est souvent très politique. Je ne trouve pas que la démocratie est nécessairement gagnante. Mais une chose est sûre, ça existe, c'est pas tabou, on en débat, alors que ailleurs, notamment ici, ça n'existe pas. Je reviens à John F. Kennedy. Tu parlais de lampe autobronzante, mais John F. Kennedy était atteint aussi de la maladie d'Addison, qui est une insuffisance des glandes surrénaliennes, donc les glandes qui produisent notamment la cortisone. Donc, sans glandes surrénaliennes, on ne peut pas vivre. Puis, à ma connaissance, dans les années 60 ou dans les années 50, on amorçait le traitement de cette maladie-là pour permettre aux gens de vivre.
insuffisance surrénalienne peut entraîner à ce moment-là là, aussi un teint basané. Donc, l'effet secondaire de sa maladie, mais ça entraîne un teint basané. Donc, c'était l'effet secondaire de sa maladie. C'était d'avoir l'air toujours en forme oui. et bronzé. Mais il utilisait les lampes auto-bronzantes comme c'était pour avoir un teint égal puis, aussi. Ça avait paru notamment, comme tu dois savoir, lors du premier débat présidentiel où Kennedy avait l'air en pleine forme, puis Nixon sortait de l'hôpital. Il avait été hospitalisé pour une infection au niveau du genou, je pense. Il s'était frappé le genou sur la portière de sa limousine, avait fait une cellulite, puis Nixon était plus ou moins bien rasé cette journée-là, puis ça avait été comme un événement marquant de la campagne présidentielle. Et puis, ça avait fait des impacts, même ici, en ce sens qu'à la même époque, on a eu le premier débat télévisé au Québec, Johnson-Lesage, et Lesage avait suivi les conseils de Kennedy et avait passé l'après-midi, je crois que c'était à l'hôtel Bonaventure, à Montréal, sous une lampe bronzante. On avait copié la formule. Oui, c'est quand même intéressant. Toi, comme électeur, là, donc pas comme intellectuel qui analyse ça, mais comme électeur, est-ce que toi, ça t'intéresse de connaître l'état de santé de ton premier ministre au Québec, par exemple, ou tu veux savoir les choses qui auraient simplement un impact sur sa capacité de diriger? Alors, je vais répondre à ta question. Je pense pas qu'il y a je pourrais isoler un seul facteur qui va influencer mon vote, mais je trouve intéressant que, du point de vue des institutions, qu'on ait adapté nos institutions à un état de santé et le fait de ne pas avoir cette information-là, si ça ne causerait pas un déficit démocratique. Mais c'est une question délicate et peut-être que là, on est dans le lieu pour en parler. Si on prend un exemple qu'on a connu au Canada, qui est encore frais dans nos mémoires, c'était le chef du nouveau Parti démocratique, Jack Layton, en 2011. Il était malade. Il est d'ailleurs décédé quelques semaines plus tard. On n'a pas osé aborder la question de sa maladie. Les journalistes ne l'ont pas abordé. Les commentateurs politiques ne l'ont pas abordé. Ses adversaires politiques n'ont pas abordé cette question-là. Il en lui-même en a relativement peu parlé. Il aurait pu se développer un capital de sympathie avec ça, il n'en a relativement pas parlé. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être un déficit démocratique qui peut découler de ça. Si un président un candidat est malade, qu'est-ce qu'il va arriver s'il décède en cours de mandat? Selon le système Westminster, donc on utilise au Royaume-Uni, au Canada, au Québec, techniquement, on ne vote pas pour un premier ministre, on vote pour son député. Donc, en fait, on pourrait se retrouver en cours de mandat avec un nouveau chef d'État pour lequel il n'y a pas eu de consultation des citoyens. C'est ça. Alors que si on regarde le système américain, ils ont réfléchi à cette question-là, à la question de la maladie de la position suprême, donc la position de président des États-Unis. Pourquoi? C'est que lorsqu'on vote pour un président, en fait, on vote pour un ticket présidentiel. Il y a aussi, dans la candidature, un vice-président. Et on sait que s'il arrive quelque chose au président, par exemple, c'est arrivé avec Kennedy, il sera remplacé par son vice-président. Cela étant, je ne dis pas que c'est un grand déficit démocratique, puisque la même chose arrive lorsqu'il y a une démission. La même chose arrive, c'est-à-dire c'est arrivé aux États-Unis quand Nixon a démissionné, il s'est fait remplacer par son vice-président, mais son vice-président n'était pas, Gerald Ford, n'était pas celui qui était sur son ticket présidentiel, c'était Spiro Agnew qui avait démissionné en cours de mandat. Mais en tout cas, les institutions sont là. Il y a un autre fait, je pense à noter, de la démocratie américaine, c'est que quand Kennedy est décédé, on a réfléchi, et au sein de la Constitution, je crois que c'est le 25e amendement, le 25e, oui. On a rajouté que en fait, on a réfléchi à la question des limites du pouvoir. Si le président, c'est la fonction suprême, qui va surveiller le président? Qui va limiter les pouvoirs du président contre lui-même. Contre lui-même, parce qu'il devient inapte dû à la maladie, donc inapte physiquement ou intellectuellement. Et on a prévu des dispositifs pour ça. Donc, il peut, par lui-même, décider, parce qu'il est hospitalisé, etc., temporairement de quitter ses fonctions. Il est remplacé par son vice-président. Donc, on l'a vu avec Reagan, on l'a vu avec Bush fils. Et on pourrait aussi imaginer qu'il quitte ses fonctions contre son gré.
Et dans ce cas-là, ça prendrait une décision du vice-président et des hauts fonctionnaires. On l'avait évoqué tout au long du mandat de Donald Trump, mais ça n'a finalement jamais eu lieu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les institutions, parce que c'est pas tabou, les institutions ont prévu des dispositifs. Et je pense que la démocratie en sort gagnante. Et il y a d'autres endroits où c'est pas du tout évoqué, on n'a pas du tout de... Donc, pour répondre à la question, ça, d'un point de vue démocratique, oui, je pense que c'est un souci, mais qui ne va pas nécessairement influencer mon Je reviens à Jack Layton. À l'époque, le fait qu'on savait que le NPD allait bien performer, on le voyait monter là, dans les sondages, mais je pense pas que les gens quand même voyaient le NPD au pouvoir. Donc, peut-être que l'enjeu de santé de Jack Layton était moins important pour l'électorat, dans le sens qu'on ne pensait pas vraisemblablement qu'il allait être premier ministre. Ça aurait peut-être été différent avec c'est vrai, chef du Parti libéral ou mais du là, Parti conservateur. On a une position de commentateur. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est derrière l'urne électorale, on fait qu'une croix, on fait qu'un vote, et on se dit pas, oui, je vais voter, mais probablement qu'il sera pas au pouvoir. Bon, bref. Le processus démocratique est pas comme ça. Mais c'est vrai que peut-être l'enjeu était moins Et puis en même temps, son état de santé à l'époque, je pense, amenait un certain élan de sympathie auprès de l'électorat. Et ça, c'est là qu'il y a un point. Que ses adversaires n'ont pas combattu par respect, je pense. Il y a une élégance particulière qu'on ne va pas retrouver. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est positif, cette élégance-là, mais elle n'est pas infaillible. On regarde aux États-Unis, Donald Trump, qui n'était pas un politicien réputé pour être particulièrement élégant, a été fort inélégant avec son adversaire Hillary Clinton. Parce qu'elle, peut-être même aussi, elle s'est retrouvée à son propre piège, un piège de communication politique. Elle a refusé de communiquer sur son état de santé, ce qui laissait une faille, une ouverture à la rumeur, dans laquelle Donald Trump a sauté à pieds joints. Et il y a une autre époque, on était en 2016, donc ça a été les réseaux sociaux, les hashtags Sick Hillary, qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc oui, il y a aussi cette question-là. Mais Trump, c'est épouvantable, là, tout ce qu'il pouvait faire. On pourrait pas imaginer quelqu'un d'autre faire ce que Trump faisait. Quand tu dis attaquer Hillary Clinton ou la traiter même presque de bandit, ou même, puis ensuite Nancy Pelosi aussi, l'insulter ouvertement, mais ça dépasse le cadre de notre entretien. Mais ça va avec le personnage. Mais en même temps, on parle de Joe Biden, par exemple. On recommence à élire des politiciens très âgés. Hein. Ça avait été dans les années 80. Ronald Reagan était très âgé quand il a été pour l'époque. Oui, c'est mais ça. aujourd'hui, il a l'air relativement jeune. Oui, exactement. Mais penser quand même d'avoir un président des États-Unis octogénaire, c'est quand même c'est la première fois. Il est spectaculaire là, en termes ça en dit beaucoup quand même sur l'état de l'avancée des sciences. Ça envoie un message positif aussi pour le vieillissement de la population. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un homme très âgé là, qui accédera au pouvoir là, s'il se représente. Ah oui, donc les questions de santé et de politique sont d'autant plus d'actualité avec des politiciens vieillissants, oui. Allez, on parle donc de l'état de santé des politiciens, mais en même temps, les politiciens aiment bien utiliser l'image de la santé ou projeter l'image d'une personne en santé à des fins politiques. Donc, on pense à Pauline Marois qui prenait sa marche, Bernard Landry à certaines époques aussi en campagne électorale qui prenait sa marche avec les journalistes. C'est vrai, c'est deux bons exemples. Bernard Landry, d'ailleurs, c'était aux Plaines d'Abraham. Il avait convié les journalistes, l'espèce de cercle là, qu'il y a aux Plaines d'Abraham. Pauline Marois avait convié les journalistes à sa marche matinale à 5 heures du matin. Bill Clinton faisait son jogging accompagné des journalistes régulièrement. Et là, on parle d'exemples. On pourrait parler de pays un peu avec une société civile, notamment des médias un peu moins critiques, un peu moins forts. Si on prend l'exemple de la Russie, Vladimir Poutine est torse nu en cheval, chasse un ours à main nue. Mais tout ça, on est dans une opération de propagande politique. Et le politicien, pour contrer des rumeurs ou pour montrer qu'il est en forme, dans une démarche de communication politique, va, que ce soit en faisant de la marche rapide ou en faisant son jogging, communiquer sur sa bonne santé.
Et c'est là que cet exercice-là, qui est sans doute un bon exercice de communication politique, va compliquer un peu la frontière entre qu'est-ce qui est de la vie privée, qu'est-ce qui est de la vie publique. Parce que dans la mesure où on communique sur notre bonne santé, ou que les journalistes font leur boulot en relayant le message, est-ce que si la santé va mal, là, c'est plus des affaires publiques, ça devient des affaires privées? Ou si le journaliste relayait la bonne santé, ne devrait-il pas relayer aussi des nouvelles de mauvaise santé que le politicien est plus réticent à communiquer? Donc, c'est là qu'on voit que la frontière n'est pas si claire que ça, dans la mesure où on dit que la bonne santé, c'est public, mais que la mauvaise santé, où est-elle dans ce cas-ci? Mais je me demande, parfois je réfléchis, je me dis, si on impose trop de choses aux politiciens, maintenant les gens qui se lancent en politique doivent d'abord avoir un passé qui est presque impeccable. Au niveau des médias sociaux, tout ce qui est sur le web, qu'ils ont pu déposer sur le web au cours des 30 ou 40 années précédentes, ça doit être impeccable. Une santé impeccable, des finances qui sont tout à fait propres. Ça, à un certain moment donné, ça limite ou ça retient peut-être certains candidats qui auraient un potentiel pour aider le diriger ou ces gens-là vont peut-être s'exclure d'eux-mêmes en se disant, moi je n'irai pas là, je vais me faire... Je ne paierai pas ce prix-là. Sans doute, les demandes sont excessives, mais je ne suis pas pessimiste en disant c'est curieux, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'exemple de Sanna Marin, de l'exemple des femmes qui arrivent sur la scène politique, de l'exemple d'une nouvelle génération qui arrive sur la scène politique, et peut-être qu'on est en train d'un peu d'humaniser la fonction politique, la rendre plus compatible avec une vie normale. Donc, peut-être que deux mouvements en parallèle qui semblent un peu contradictoires. Un mouvement où on a l'impression que les exigences sont impensables, mais il y a aussi quand même un mouvement qui fait en sorte qu'on tente d'humaniser le métier, qu'on tente de le rendre possible avec une certaine normalité. À ma connaissance, René Lévesque, à une certaine époque, durant son mandat aussi, il y avait des 5 à 7 qui s'étiraient longtemps. Là, donc, mais à l'époque, c'était, je pense, peut-être plus toléré que ça ne le serait aujourd'hui. Là. Peut-être les habitudes de vie, je dirais, de nos dirigeants. Ou... On évoque le cas de René Lévesque. René Lévesque, on est dans un... Si on parle de la fin de son mandat, c'était quelqu'un qui a peu communiqué sur son état de santé. Des rumeurs circulent à Québec, justement parce qu'il communique peu, et on en a su plus tard par ses biographes. Mais ce qu'on voyait à l'époque, la fin de son mandat, c'était quelqu'un qui buvait, on nous dit, là, bon, je répète ce que ses biographes disent, là, qui buvait beaucoup. Qui était déprimé, je pense. Des dépressifs, qui a eu des épisodes de violence, où ses gardes du corps devaient le contrôler, et qui a été hospitalisé contre son gré. Et il n'aimait pas les médecins aussi. Bon, aussi. Mais où est-ce je l'ai entendu de sa bouche en entrevue. Qu'est-ce que c'est? Là, je te laisse parler en tant que spécialiste. Moi, ça me semble des enjeux relatifs à la santé mentale. Pourtant, on est au milieu des années 80. C'est beaucoup plus tabou, la santé mentale, au milieu des années 80, que ça peut l'être aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'en parlait pas, mais ça me semble être relatif à ça. Donc, il y a peut-être aussi une évolution de la société qui va faire en sorte que ces enjeux-là seront moins tabous. Mais il est vrai que, tu parles de la relation avec l'alcool et la politique, elle est très, très grande. Elle est vraie au Québec, elle est vraie un peu partout dans le monde. Et ça aussi, je pense qu'on a une évolution, que c'est peut-être plus la même chose qu'autrefois. On se rappelle le discours de Jacques Parizeau aussi, suite à la deuxième défaite référendaire, où la rumeur veut qu'il... On peut parler de la première partie de la carrière de Maurice Duplessis, et on peut parler de Winston Churchill, qui aimait bien le champagne et le scotch. Entre autres, là, c'est ça. Donc, Churchill, semble-t-il, qui buvait presque du soir... du matin au soir, là, selon...
J'aimerais qu'on revienne un peu sur Roosevelt, là, donc président américain qui a fait l'équivalent des 4 mandats, à ma connaissance. C'est suite à sa présidence, d'ailleurs, qu'on a modifié la Constitution pour ramener, à ma connaissance, mais tu me corrigeras, à 2 mandats. C'est suite à... Oui, on a fait c'est le 22e amendement pour empêcher qu'un président puisse se présenter plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. Là, c'est le temps de la guerre, puis tout ça. Donc, peut-être ça explique à l'époque, lui, sa décision là, de poursuivre. Mais Roosevelt était très malade. Là. Était malade. Ça faisait vraiment partie des... il y a un essai qui est un peu célèbre là, sur le sujet. Ces malades qui nous gouvernent, de Pierre Akos et Pierre Renchnik. Et dans cet essai-là, ces malades qui nous gouvernent, ils ont posé la question, en regardant des politiciens qui étaient vraiment pratiquement mourants. Bon, l'exemple français, le dernier qui est mort, c'était Georges Pompidou. Est-ce que ces décisions auraient été différentes s'il n'avait pas été malade? Et tu parles de Roosevelt. Dans le cas de Roosevelt, la question se pose, il était mourant en fin de mandat, et les décisions qu'il avait à prendre, historiquement, là, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avait un impact immense sur les États-Unis, mais aussi sur le monde. Et Roosevelt était malade, c'était la Deuxième Guerre mondiale, il doit prendre des décisions importantes, il doit participer à des sommets dont les décisions vont au-delà des États-Unis, ça concerne le monde. Alors, il va aller à Québec, par exemple, à 2 reprises, en 1943 et en 1944, mais à Québec, il y va en train. Donc, ça va. Mais il y a un autre sommet important qui va avoir lieu en 1945, et là, on est à Yalta. Donc, Yalta, c'est un peu l'actualité en ce moment, c'est en Crimée, donc un peu en Ukraine, mais sous le joug de la Russie. Et pour aller à Yalta, c'est pas mal plus compliqué qu'aller à Québec à partir de Washington. Il va y aller en avion, en bateau, en voiture, il va faire des 10 heures de voiture, et il est malade, il est très malade, on est en plein hiver. Et ses biographes vont dire qu'il n'était pas vraiment en état de participer aux négociations. Et la question va être soulevée, elle va être soulevée par Churchill dans ses mémoires. Est-ce qu'il était en état de négocier avec Staline au nom des démocraties, vu son état de santé? Et effectivement, après ça, c'est là qu'on va le limiter à 2 mandats. Mais c'est là que la question qui est taboue, mais la question de la santé, est-ce que, de par leur responsabilité, les élus sont des citoyens comme les autres et ont droit au secret médical, étant donné que les décisions qu'ils prendront ne les concernent pas eux uniquement, ils concernent l'ensemble de la population. Alors, l'exemple peut être boiteux, j'en conviens, mais un pilote d'avion doit subir des tests médicaux. Et en fonction des résultats de ces tests, il pourra ou pas piloter un avion. Parce que personne ne veut être dans un avion où le pilote a, par exemple, des risques de maladie cardiaque. Est-ce que la même question pourrait se poser pour un élu? C'est une question délicate, parce qu'en démocratie, généralement, un élu, peu importe son état de santé, s'il a reçu l'approbation de la population, bien, il est élu durant tout son mandat. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, il y a des démocraties, les États-Unis en tête, qui ont prévu des dispositifs dans ces situations-là, mais il y a d'autres démocraties où on n'a pas du tout prévu de dispositif. Donc, Churchill, lui, quand il se retrouve avec Roosevelt et Staline, il a le sentiment que Roosevelt est là, mais n'est pas là complètement. Là, puis c'est ce qu'il dira. Porte un peu le fardeau des négociations au sol. Cela étant, Churchill pour se donner le mérite aussi de... c'est dans ses mémoires, mais Churchill ne peut pas vraiment donner la leçon puisque il va être au pouvoir jusqu'à ses derniers jours. Il va perdre son poste de premier ministre avant la fin de ses jours, mais il va être là très très longtemps aussi. Donc lui aussi s'est fortement accroché au pouvoir dans un état de santé plus ou moins sain. Mais il va faire cette critique-là et c'est pas le seul. Là, on va se poser la question, est-ce que Roosevelt était en état de mener ces négociations-là, étant donné son état de santé? Lui pensait pouvoir le faire, mais bon, lui, Roosevelt est jugé parti dans son état de santé. Donc, est-ce que... et c'est sans doute à partir d'événements comme ça qu'on va réfléchir à cette question-là de la limitation du pouvoir du président américain. Churchill, incidemment, qui avait fait 2 ou 3 infarctus aussi au cours de sa carrière, donc à l'époque où il n'y avait pas de traitement. Et notamment durant la guerre, il va faire... Et il va le cacher à la population pour pas nuire au moral des troupes, au moral de la population. Donc, volontairement, on va
cacher cette information-là. Et Churchill qui était un dépressif aussi. Ah ben, c'est toi le médecin, mais je pense pas que ce soit un exemple de bonnes habitudes saines de vie. Il appelait ses épisodes de dépression le chien noir ou le black dog. Et je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait beaucoup de traitements pour la dépression non plus. Puis lui avait des habitudes de vie qui mènent à la dépression, là, la consommation excessive d'alcool sur une base quotidienne. Puis ça me fait penser à... On a évoqué récemment la visite de Churchill à Washington lors de la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la visite du président Zelensky. Visite éclair, donc. Mais à l'époque, Churchill avait passé quelques semaines à la Maison-Blanche, mais pour la petite histoire, donc lui, il avait amené avec lui ses habitudes de vie, donc il prenait un coup du matin au soir, puis la femme de Roosevelt était contre la consommation d'alcool, puis il paraît qu'elle avait hâte qu'il s'en aille. Moi, j'ai même entendu dire qu'il y a, sur Pennsylvania Avenue, les États-Unis ont depuis ce temps-là acheté un appartement de fonction pour les invités de la Maison-Blanche depuis que le couple Roosevelt avait trouvé Churchill extrêmement désagréable. Oui, puis pour la petite histoire aussi, semble-t-il qu'un même Roosevelt avait trouvé Churchill flambant nu dans un des appartements de la Maison-Blanche une journée. Comment vois-tu l'avenir de ces conditions-là, les conditions médicales des politiciens au Québec, par exemple, là, Mais l'exemple du Québec est intéressant. Comme je l'ai dit, par rapport à d'autres sociétés, les États-Unis, c'est plutôt tabou. Mais les politiciens, s'ils décident d'en parler, je pense qu'on va voir de plus en plus une volonté d'en parler ouvertement de la maladie, si ça les touche, parce que, ce serait contre-productif de peu en parler, et de deux, je pense qu'il est possible de développer un capital de sympathie. Et l'exemple historique qui date de quelques années, c'était Robert Bourassa. Mm-hmm. Donc, je parle de Robert Bourassa dans son deuxième période au pouvoir. Mm-hmm. Il était atteint du cancer. Un mélanome. Et il communiquait peu. Alors même, on dit que son équipe n'était pas au courant avant qu'il l'annonce. Il communiquait relativement peu. Alors, en communiquant peu, qu'est-ce que ça l'a fait comme effet contre-productif? Bien, ça l'a permis de faire circuler des rumeurs. Et là, on est au début des années 90, on est avant les réseaux sociaux. Et les rumeurs, qu'est-ce que c'était? Ben, on a pensé un moment que c'était peut-être la maladie, c'était peut-être le sida. Mm-hmm. Maladie à l'époque fortement associée à l'homosexualité. Mm. C'est toutes des rumeurs qu'on entendait à propos de Robert Bourassa, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. On n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui. Donc, je crois que c'était contre-productif de ne pas en parler. Et quand on l'a su, il s'est développé un immense capital de sympathie auprès de la population. Si on se rappelle le bye-bye 1990, Dominique Michel, à la fin du bye-bye, souhaite au premier ministre, « Monsieur Bourassa, on vous souhaite un prompt rétablissement. » Et elle rajoute, « On vous a manqué cette année, mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on ne vous manquera pas. » Donc, il y avait un respect de ses adversaires politiques, un respect des journalistes, des commentateurs, même des humoristes. Il y a un capital de sympathie qui existe. Et fort à parier qu'il est toujours là, ce capital de sympathie. Donc, je voudrais, en ce sens-là, je vois ça plutôt positivement que... et aussi, bon, on parlait de l'évêque tout à l'heure, évoquer des enjeux de santé mentale qui sont moins tabous aujourd'hui. Donc, en ce sens-là, je crois qu'il y a une humanisation du métier politique, une humanisation aussi de la maladie. En revanche, là où je suis peut-être un peu pessimiste, c'est peut-être l'exemple américain qu'on voit avec Donald Trump, où cette élégance-là qui existait, cette espèce de fair-play entre politiciens, qui, en tout cas, aux États-Unis, est complètement disparu. Alors, en tout cas, il est disparu durant avec la période Trump. Mi-en-veilleuse. Mi-en-veilleuse, mais Trump est toujours dans l'actualité politique. C'est la tête forte du Parti républicain. On va voir, il a le département de justice sur le dos. Aussi, c'est vrai. À voir. Mais toujours est-il qu'en ce sens-là, peut-être que le fair-play, il existe tant que les gens veulent jouer les règles. Donc, en ce sens-là, on a vu aux États-Unis que ça peut être relativement fragile. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com.
bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Le dernier politicien québécois qui a vraiment, je pense, marqué l'imaginaire, c'est Claude Béchard. Oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais qui était à l'époque le dauphin de Jean Charest. Hein, je pense que Jean Charest le voyait, comme on dit en bon québécois, dans sa soupe. Là, Puis Claude Béchard, de mémoire, est resté en fonction a démissionné la journée de son décès, à toute fin pratique. Mais c'était son choix. Il avait annoncé sa maladie, il avait annoncé son désir de continuer. Mm-hmm. Mais encore une fois, si on revient à la question initiale, doit-on communiquer sur l'état de santé? Il y a tous des éléments de contextualisation qu'il faut prendre en compte et aussi en fonction des responsabilités de la personne qui dirige. Donc, c'est vrai aux États-Unis pour la fonction du président, mais c'est pas vrai pour l'ensemble des élus. Donc, dans ce cas-ci, les responsabilités ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'il y avait un capital de sympathie qui en a découlé jusqu'à la toute fin. Puis en même temps, donc il y avait ce respect-là pour la personne qui était Claude Béchard. Là. C'était un individu qui était sympathique. Là. Il sortait bien, mais dans les faits, vraisemblablement, il ne dirigeait plus son ministère là, dans les dernières semaines ou dans les derniers jours. En même temps, je te dirais que le fait d'avoir des gens malades puis qu'un système qui fonctionne, je trouve ça rassurant comme citoyen de dire que la machine continue à tourner, même si la tête dirigeante est hors circuit pendant quelques temps. La Belgique fonctionnait sans gouvernement pendant un certain temps, puis ça semblait aller aussi bien. Mais il y a peut-être un point intéressant, c'est vrai que la maladie, ça touche un peu tout le monde, dans toutes les couches de la société. Il n'y a aucune couche de société qui est épargnée. Et est-ce que ça devrait aussi toucher la classe politique? Dans la même mesure où on a vu les parlements s'adapter avec l'arrivée de féminisation du métier, avec l'arrivée aussi d'une jeune génération, on a vu des politiciennes, femmes, jeunes mères, arriver avec leur bébé au Parlement. Bon, il y a eu et c'était très symbolique, parce que c'est pas très efficace de travailler avec un bébé dans les bras, mais le symbole était là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de symboles, ou c'est peut-être souhaitable qu'on en ait d'élus qui continuent à exercer leurs fonctions malgré la maladie, puisque dans l'ensemble de la population, il y a bien des gens qui, malgré la maladie, la vie continue. Tout à fait. Aussi. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le risque que les politiciens prennent à exploiter leur bon état de santé. Ça les oblige un peu à ouvrir leur jeu lorsqu'ils tombent malades. Mais c'est vrai pour la santé, mais c'est vrai en fait pour tous les aspects. Si un politicien a une épouse ou une conjointe légitime, est-ce que c'est sa vie privée ou c'est sa vie publique? Dans la mesure où il fait ses communications politiques avec ça, ça devient sa vie publique. Mais s'il a une maîtresse ou un amant, si on a fait ses communications avec l'un, est-ce qu'on devrait afficher l'autre ou là, ça relève de sa vie privée? Donc, c'est un peu comme si les politiciens avaient eux-mêmes déplacé la frontière entre ce qui relevait de la vie privée et de la vie publique. Mais donc, dans ce cas-là, effectivement, ça devient plus difficile. Il n'y a plus une frontière aussi étanche dans la mesure où est-ce qu'on s'est mis à afficher sa vie privée à des fins électoralistes. On parlait tout à l'heure de Bernard Landry, Pauline Marois, mais tu te rappelleras également Jean Chrétien qui courait dans les marches.
Oui, aussi. C'était sa marque de commerce. Là. Et oui, il faisait du ski, mais aussi pour montrer... mais c'était aussi pour... il y avait aussi... Il se faisait talonner, c'est un mauvais jeu de mots, par Paul Martin à l'époque. Alors, il voulait garder son image jeune. On approche la fin. Dans mes balados, il y a toujours une petite section baguette magique. Donc, je ramène quand même à la santé une des questions. Donc, toi qui vis au Québec, mais qui travaille également en Ontario, là, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui. Système de santé québécois... je ne suis pas un spécialiste, mais parce que j'ai une baguette magique, je mettrais d'abord une chose au clair, je ne changerais pas tout. Parce que on a un système québécois, tu parlais de l'Ontario, en fait, le système canadien universel et gratuit est remarquable et ça, je ne le changerai pas. Parce que j'ai une baguette magique, je chercherai une solution que j'ai pas, mais j'ai une baguette magique. Ce qui me semble important, c'est peut-être de désengorger. Et peut-être qu'une des pistes de solution, mais je me laisserai guider par ma baguette, puisque je suis loin de prétendre que j'ai la solution, mais peut-être passerait par revoir la première ligne et peut-être élargir la première ligne à d'autres professionnels du soin. Mais je reviens là, parce que j'ai ma baguette magique, j'insiste, à condition que ça reste universel et gratuit. C'est bien. Puis toi qui travailles donc à Ottawa, as-tu des contacts avec le réseau de santé ontarien? Comme n'importe quel citoyen, oui, j'utilise les services du système, mais je n'ai pas une expérience, peut-être parce que je suis en bonne santé, et c'est positif, je n'ai pas souffert suffisamment pour pouvoir faire des comparatifs parce que par mon expérience personnelle. Tu dois être au fait que... le système de santé en Outaouais, c'est très difficile, notamment en raison de la proximité avec l'Ontario. Il y a beaucoup de ressources humaines qui travaillent à Ottawa plutôt qu'à Hull ou Gatineau. Les gens en Outaouais ont de la difficulté à se faire traiter. Puis tu parlais d'universalité tout à l'heure, où en fait c'est plus la transférabilité là, dans la loi canadienne sur la santé. Les gens qui sont à Hull ou Gatineau souvent ont de la difficulté à se faire traiter à Ottawa, de ce que j'entends. Alors que normalement, ça devrait être... un acquis. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais explorer plus tard, ça. Donc, ce volet-là, cette particularité vraiment de la frontière. Là, C'est vrai pour la santé et c'est vrai pour plusieurs aspects de l'Outaouais. L'Outaouais, en fait, si on prend la ville de Gatineau et son agglomération, c'est le troisième pôle au Québec, après Montréal et Québec. Et pourtant, en termes de population, mais pourtant en termes d'institutions, elle souffre beaucoup d'être voisine d'une grande ville, capitale canadienne de surcroît, Ottawa. Donc, que ce soit pour les institutions d'éducation, par exemple l'université, les hôpitaux, les différentes... il n'y a pas de musée régional. L'identité régionale est très difficile à trouver. Donc, c'est une région très particulière et une ville très particulière où, en termes de population, c'est une grosse agglomération, mais il y a... des institutions qui ne sont pas à la taille de la municipalité ou de la ville, parce que voisine d'une ville où il y a là de grandes institutions. Tout à fait, tout à fait. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée? Ça, c'est une question auquelle il n'y a pas de nom qui me vient principalement en tête, mais je me plie à l'exercice. J'étais tombé chez un bouquiniste sur les mémoires de Jean-François Deniau. Alors, ce que je trouvais intéressant, je pense que ça serait une rencontre intéressante parce qu'il y aurait beaucoup de discussions, parce que Jean-François Deniau, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Il a été militaire, étudiant, politicien, marin, écrivain, académicien. Et d'ailleurs, le titre de ses mémoires, c'était les mémoires de 7 vies, en 2 volumes, parce que ces vies-là, il les a pas vécues une après les autres, il les a vécues parallèlement. Et il disait lui-même, il dit peut-être le prix à payer, c'est que j'ai toujours été que de passage, plutôt que de me consacrer vraiment à une de mes vies. Donc il était politicien, mais il n'a jamais eu de grands postes ministériels. Il a été marin, mais il n'a jamais gagné de grandes courses de voile. Il a été écrivain, mais il n'a jamais gagné de grands prix littéraires. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, en tout cas, quand on lit ses mémoires, ça fait des mémoires intéressantes puisqu'on lit sur plusieurs sujets. Et à quelle époque? Et il est décédé récemment, donc il a fait le 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle.
Il a eu des fonctions politiques, des fonctions d'ambassadeur, ambassadeur en Espagne sous Franco, ambassadeur en Afrique aussi. Le fait qu'il n'ait jamais atteint, mettons, les plus hauts sommets dans un domaine, c'est parce qu'il venait comme un peu, entre guillemets, tanné, ou ça l'intéressait moins? Ou... Lui, il disait qu'il était de passage. OK. Et qu'il a voulu embrasser plusieurs champs d'intérêt. OK. Parfois, ça va avec la personnalité. Donc, ces gens-là, peut-être un visionnaire, ces gens-là sont un petit peu moins dans l'exécution. Puis ils vont parfois se blaser là, une fois qu'ils sont dans la fonction. Ils se rapprochent un petit peu plus des activités quotidiennes reliées à la fonction. Puis là, les gens deviennent blasés. Là, comme dans une compagnie, là, souvent on va dire que ça prend un exécutant, mais ça prend un visionnaire. Les deux pôles dirigeants d'une compagnie vont avoir des fonctions un peu différentes. Puis le visionnaire va tout le temps arrêter avant d'atteindre vraiment le fin détail de l'exécution d'une tâche parce que ça ne l'intéresse pas. J'ai pas cette impression-là qu'il était blasé. Okay. Je dirais au contraire qu'il était passionné. Okay. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que, c'est marrant, mais ses mémoires commencent comme ça. Il parle d'une interview radio et on lui fait remarquer par une interview radio là, qui se déroule mal, et puis le commentateur un peu médiocre, voire méchant, puis lui fait remarquer qu'il est un raté parce qu'il n'a jamais réussi de grandes choses. Et lui, il commence ses mémoires comme ça en disant « Oui, mais j'ai été de passage dans plusieurs vies. » Okay. Et justement pour cet aspect-là qui me le rend intéressant, le fait que, en tout cas, ta question c'était pour discuter, oui, alors je pense qu'il y a des discussions intéressantes parce que c'est loin de quelqu'un qui a fait développer de façon pointue un domaine, mais qui s'est intéressé à plusieurs domaines. C'est très intéressant. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Ou... Alors peut-être dire un petit mot sur une ONG sur laquelle j'ai siégé au conseil d'administration il y a plusieurs années. Au chapitre canadien, c'est l'ONG Clowns sans frontières. Okay. Alors, Clowns sans frontières a développé le concept du clown humanitaire. Alors, leur mission, c'est d'aller souvent après des conflits, dans des pays qui ont vécu des conflits, donc sur des guerres civiles ou des guerres, d'aller, en visant les enfants, chercher à faire sourire, à faire rire les enfants. Alors, c'est une petite association qui est très consciente de ses limites. Mm-hmm. En ce sens qu'on ne change pas le monde et on n'arrête pas la guerre avec des sourires, mais ça peut faire sourire les enfants après un conflit, ça peut aussi faire partie d'un effort de reconstruction. Est-ce que c'est un organisme, par exemple, qui pourrait se déployer en Ukraine oui. Ou qui l'est déjà, à ta connaissance? C'est-à-dire que c'est un organisme, c'est une ONG qui a des chapitres nationaux. Donc, okay. Il y a Clowns sans frontières Canada, je crois qu'il est né en Espagne, l'organisme. Et Clowns sans frontières Canada, je ne sais pas si ont projet d'aller en Ukraine ou qui auront projet après, mais ils sont allés en Haïti, par exemple. Okay. Et ils vont se partager comme ça des sections du monde. Qu'est-ce qui t'avait attiré là, sur le conseil d'administration? C'est des hasards de rencontres qui fait qu'on a demandé mes services, mais j'étais charmé par la mission et surtout la modestie de la mission. C'est on sait qu'on n'est pas... on est un des efforts, c'est-à-dire on peut faire partie de la roue de la reconstruction, de cette façon à certains égards, voilà, en étant conscient des limites de l'action. Une dernière pensée avant de se quitter? Peut-être. Je profite du micro pour dire quelques mots. Tu en avais parlé en introduction. Peut-être quelques mots sur mon dernier livre qui est sorti cet automne, donc qui est encore disponible dans les rayons, dans toutes les bonnes librairies. Faux rebelles, les dérives du politiquement incorrect. Et je crois que c'est un livre qui est encore et fortement dans l'actualité, où je m'intéresse à la polarisation des débats politiques et aussi, autant on doit s'inquiéter du politiquement correct, je pense, en quelques pages, montrer qu'il faut aussi s'intéresser à l'angle mort du politiquement correct, c'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas être vigilant face aux récupérations des dénonciations du politiquement correct? Ça sera sur la liste de lecture. Philippe, merci. À bientôt. Bye bye.